Attention à vos micros, les gars. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous sur les précédents panels. Nous attaquons un nouveau panel qui va être très intéressant, j'en suis certain. Donc, on va essayer de répondre à la question, est-ce que les actifs virtuels sont des objets d'investissement comme les autres? Et pour participer à ce panel, je reçois Marc Kepenegan, qui est président Bonjour à fondateur. tous. Tout à fait. Merci de l'invitation. Parmi nous et qui travaille sur une plateforme pour aider les PME, TPE à se financer. Pourriez-vous nous en dire plus sur Krypton? Oui, alors Krypton, c'est une plateforme qui a pour idée de favoriser le financement en fonds propres des startups et des PME, dans un premier temps françaises puis européennes. Le conseil est simple, c'est on a un tissu économique qui est sous-capitalisé. Avec la crise sanitaire qu'on a vécue, leur ratio d'endettement s'est encore augmenté, et surtout dans une situation difficile. Et trouver des fonds propres pour ces dernières, c'est assez complexe. Et c'est un des problèmes qu'on souhaite adresser. Et en face de ça, il y a des investisseurs qui se retrouvent avec une épargne grandissante. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, il y a 2000 milliards d'euros d'épargne en France qui sont rémunérés à des taux inférieurs à l'inflation. C'est aussi un problème de société majeur. On ne peut plus se permettre d'avoir de l'épargne non mobilisée et avec des épargnants qui perdent de l'argent chaque année. Ça veut dire ça, un taux d'intérêt en dessous de l'inflation. Et donc, l'idée de Krypton, c'est de permettre à une société de se financer en fonds propres et de permettre à des investisseurs d'investir dans des actifs numériques qui vont pouvoir offrir des services, des produits et une liquidité sur notre plateforme. Donc, vous pouvez investir dès 1 euro. Il y a une période de marché primaire où c'est la période dans laquelle on émet les actifs numériques qui vont servir in fine à financer la société. Une fois le financement terminé, ces actifs sont cotés sur notre plateforme en euros uniquement pour le moment, et les investisseurs vont pouvoir les revendre à tout instant selon le carnet d'ordre. L'idée vraiment, c'est via l'aspect liquidité qui existe rarement sur cette typologie d'actifs, sur cette typologie, on va dire, de projet, c'est de faciliter l'acte d'investir dans ces actifs numériques. Parce que quand vous investissez et vous pouvez revendre, c'est plus simple que quand vous investissez et vous êtes bloqué pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter tout le process et en fait d'essayer de répondre à deux problèmes en essayant de se créer un peu le pont entre ces derniers. Ok, merci Marc. Donc vous êtes persuadé que les actifs virtuels sont des objets d'investissement comme les autres. On y reviendra ensuite. Parmi nous, Rémi, qui a participé à la session précédente et qui souhaitait participer à cette session, dis-nous justement pourquoi tu voulais participer à cette session et en quoi es-tu légitime pour aborder ces sujets? Légitime, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un domaine qui est assez particulier. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que justement, ces NFT, ces nouveaux produits d'investissement, est-ce qu'on peut vraiment les appeler comme ça d'ailleurs, sont des produits d'investissement traditionnels? Je ne pense pas. Et il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, je vois des gens qui investissent dans ces produits-là justement juste parce qu'ils ont envie d'aider un artiste, de participer à un projet plus grand qu'eux. Il y a une grosse partie d'émotion, je trouve, qui est pas forcément le cas quand on va poser de l'argent sur une action en bourse ou dans d'autres choses, même si ça peut être le cas dans l'immobilier aussi pour d'autres raisons. Je pense que c'est un petit peu particulier et pour ma part, en tout cas, j'investis pas dans ces domaines-là pour faire de l'argent, très clairement, même si c'est toujours sympa de revendre certains des objets qu'on a achetés beaucoup plus que ce qu'on les a achetés. Mais c'est parce qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer autour de l'art, autour de la musique, autour des jeux vidéo, autour de l'immobilier. Et donc, je trouve ça assez passionnant. Et j'ai l'avantage d'avoir une chaîne YouTube sur laquelle on parle de ça et on essaie d'expliquer ça le plus simplement possible à tout le monde.
Merci Rémi. Et parmi nous sont restés Christophe, David et Benjamin, hein, qui ont beaucoup débattu sur la thématique précédente. Je vais redonner la parole à Marc. Donc Marc, vous avez construit votre business sur le fait que les actifs virtuels pouvaient être des objets d'investissement comme les autres. Oui, tout à fait. J'attendais votre question. Si vous voulez que je peux enchaîner là-dessus directement. L'idée de Krypton, c'est vraiment utiliser cette typologie d'actifs, cette technologie sous-jacente pour fluidifier la chaîne, faciliter les investissements, réduire les coûts inhérents au marché secondaire, au règlement de livraison. Donc, ces actifs numériques, ce qu'on appelle actifs numériques, c'est ce qui a été créé suite à l'OPAC dans le nouveau chapitre du Code monétaire financier. On pense que c'est une très bonne réglementation qui a structuré et réglementé une activité qui était dans une zone grise avant. Et on pense que c'est peut-être pas comme les autres, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est un nouvel outil qui permet de faire pas mal de choses, comme l'a expliqué Rémi, comme l'a sûrement expliqué avant et va expliquer Christophe, et comme on fait nous. Et l'idée, c'est d'utiliser cette nouvelle typologie d'actifs avec les règles inhérentes à cette dernière pour financer, comme disait Rémi, de l'art, des projets immobiliers, du sport, ou comme on fait nous, des sociétés pour leur permettre d'avancer, d'aller plus loin et utiliser plutôt l'aspect facilité que ces derniers peuvent apporter, et aussi le côté marché secondaire qui me semble important dans tout investissement. Et vous, justement, qui avez un parcours, on va dire, entre guillemets, classique dans la finance, vous avez travaillé sur des objets d'investissement, entre guillemets, traditionnels. Euh, Au stade actuel, quelles sont pour vous les grosses différences, les grosses lacunes de ces actifs virtuels par rapport aux objets d'investissement, entre guillemets, traditionnels? Alors, je pense que, je ne sais pas si on peut appeler ça des lacunes, plus des différences de la complexité. C'est plutôt un actif numérique, ça peut être pas mal de choses. Ça a des caractéristiques qui sont différentes. Chaque actif numérique possède des caractéristiques complètement différentes d'un autre. Donc, il n'y a pas de standardisation, même s'il y en a au niveau des smart contracts, donc au niveau technologique, mais ce qui l'offre, ce qui permet quand vous achetez cet actif numérique est différent. Donc, sa valeur intrinsèque n'a rien à voir d'un actif à l'autre. Ce qui n'est pas le cas dans les instruments financiers traditionnels. Une action, vous savez exactement ce que ça représente. Suffit de regarder un peu vos estimations de distribution de dividendes, des bénéfices de la boîte pour essayer d'estimer le prix d'une action. Dans le cas d'un actif numérique, c'est très différent. Il faut vraiment regarder dans le white paper ou dans les documents inhérents à son émission ce qu'il offre et essayer de valoriser la caractéristique intrinsèque, son utilité. Dans le cas d'un NFT, c'est un peu plus simple parce qu'un NFT va être lié à une œuvre ou à quelque chose de non fongible. Donc, vous voyez clairement dès le départ ce que vous achetez. Mais dans le cas d'un actif numérique fongible, il y a une complexité de comprendre réellement ce qu'il offre. Et aussi, une autre des difficultés, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qui l'émet, comment la liquidité peut être ou non assurée, qui va s'occuper des échanges, là où dans le monde financier, c'est beaucoup plus normé. Et il y a des garde-fous qui sont là depuis un peu plus longtemps, même s'il y a une structuration qui commence à être faite sur tous ces actifs qui est intéressante et qui va dans le bon sens. Donc, je pense que c'est surtout bien se documenter parce qu'on se retrouve dans un monde comme, même si on n'est plus au début, mais comme dans toute innovation où il y a des très bonnes choses, il y a des choses un peu moins bonnes et c'est à vous de regarder, d'identifier les projets. Il faut se faire confiance à vous-même plutôt qu'à des tiers et donc lire les documents d'information, lire la white paper, regarder où il va être traité et il faut prendre plus de temps. C'est beaucoup plus simple d'acheter une action totale que d'acheter un actif numérique, mais voilà. Merci Marc. Rémi, si je te pose la même question, qu'est-ce que, même si tu n'as pas le même background, je dirais, sur les objets d'investissement entre guillemets traditionnels, qu'est-ce que… Ce qu'a dit Marc est tout à fait vrai, c'est-à-dire que, et on en parlait tout à l'heure avec David de Polkadot francophone et Christophe, c'est que en fait, il y a une certaine complexité aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'exemple quand je parle un peu autour de moi de tout ça, d'actifs numériques, de NFT et encore plus de métaverse. Bon, déjà, on commence à me regarder avec des gros yeux, de quoi tu parles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est OK, mais il y a quoi derrière? Il y a toujours cette phrase qui revient, c'est pas physique, c'est pas tangible, on peut pas le toucher.
Et c'est assez drôle en plus parce que quelques minutes après, la même personne va faire un virement depuis son téléphone d'euros qui n'existent pas, de son compte bancaire vers un autre. Alors, ils existent, hein, évidemment, mais en réalité, ils n'existent pas. C'est juste des 1 et des 0. Et c'est assez drôle parce que c'est exactement ça la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que au moment où on parle, il y a beaucoup de gens qui investissent maintenant massivement dans les actifs numériques, mais ça reste encore un tout petit pan de marché quand on regarde. Même si on prend le marché global des cryptos, il est pour l'instant ridicule en taille par rapport au marché financier traditionnel, même s'il a bien grossi ces derniers temps et c'est une bonne nouvelle. Donc la problématique va être là, c'est une problématique de simplicité versus complexité, comme le disait Marc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut investir dans un actif numérique, il faut quand même se renseigner un peu plus que juste appeler son banquier et lui demander dans quoi mettre son argent. Ça, c'est certain. Et puis, il y a aussi une autre complexité qui est quand même pas négligeable. On en avait parlé tout à l'heure aussi dans le précédent panel, c'est il faut aller voilà, connaître comment fonctionne un minimum un wallet, un portefeuille numérique. Il faut quand même se former un petit peu plus, même si je pense qu'au final, et c'est intéressant aussi ce point-là que Marc a soulevé, c'est la partie régulation. On est dans un marché qui est encore très peu régulé. Ça a des avantages et surtout des inconvénients en réalité. Et je pense qu'on est en train d'arriver vers la bonne chose. Par contre, il faudra faire gaffe, encore une fois, hein, comme on le disait tout à l'heure, que ce ne soit pas trop du n'importe quoi dans l'autre sens. Merci Rémi. Je vais faire réagir Christophe, qui pour moi est arrivé un peu tôt. Enfin, Christophe, vous avez lancé, vous travaillez sur la notion d'ICO depuis quelques années. Alors oui, j'entends bien par on est arrivé un peu tôt. Effectivement, je pense qu'on a un petit peu d'avance par rapport à notre temps, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, on existe et on continuera à exister le temps que l'adoption se fasse. Mais bon, je reviens sur l'intitulé de l'atelier, c'est des objets d'investissement comme les autres, point d'interrogation. Alors, je suis en train de regarder en même temps CoinMarketCap, et clairement, le marché des cryptos, parce que tout à l'heure on disait que c'était un petit marché, ça représente quand même 1600 milliards d'euros. Alors certes, ce n'est pas grand-chose par rapport au monde financier traditionnel, mais il y a quand même, et sachant que l'adoption n'est pas encore là, donc ça c'est réservé à un public encore averti, mais ça représente encore 1600 milliards. Alors, que je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas sûr d'être très bon, mais je crois que ça représente un peu plus que le CAC 40. Donc ça représente quand même une belle masse. Et tous les jours, c'est 109 milliards qui s'échangent tous les 24 heures. Donc clairement, je pense qu'on a une partie de la réponse. Après, sur les actifs, comme disait Marc et comme disait Rémi, il y a plusieurs types d'actifs, hein, et c'est là où c'est un peu difficile pour le commun des mortels de faire la part des choses. Il y a des actifs qui sont représentatifs d'une part de société. Il y a des tokens qui sont représentatifs de vote, de droit de vote. Il y a des tokens qui sont des tokens utilitaires. Ça, c'est dans le cas des ICO, justement. Donc, nous, on fait des ICO, c'est-à-dire que le porteur de projet va lever des fonds en échange d'une crypto-monnaie qu'il va collecter, il va émettre des jetons. Donc, en fait, ça va être assimilable à la monnaie de son projet. Et ce monnaie va être un jeton utilitaire qui va permettre de faire fonctionner les protocoles de sa société ou ça peut être aussi une monnaie d'échange pour sa société. Mais ce n'est pas un actif financier au sens juridique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas représentatif d'une part de la société. Ça ne donne pas droit à des dividendes, etc. Donc, comme disait Marc, ce n'est pas aussi simple que c'est plus compliqué finalement d'investir dans une crypto-monnaie ou dans un token que dans une part de société totale, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et les règles sont différentes, quel que soit le token. Et si je peux me permettre de rajouter, et c'est aussi pour cette raison qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a plein d'actifs numériques différents. Je ne sais plus le nombre, mais il y en a peut-être 3 4 000, j'en sais rien, mais peut-être beaucoup plus que ça. Et donc, il y en a qui ont des utilités très pertinentes, il y en a peut-être un peu moins. Et il y a aussi un reward à se renseigner, à investir, à acheter les bonnes, où on juge que le projet est sérieux derrière, qu'il y a une équité qui est cohérente, qui fait du sens, versus d'autres qui ont peut-être un peu moins de sens. Donc, oui, il y a du boulot. Oui, il faut se renseigner, mais ça vaut le coup, je pense, pour ceux qui ont envie de s'intéresser à tout ça, de voir ce qu'il y a derrière, puisque généralement, vous ne perdez pas votre temps en faisant, et même vous comprenez un peu mieux en quoi vous mettez vos billes. Alors, je veux bien rajouter quelque chose aussi, si c'est possible. C'est vrai que contrairement à un actif qu'on va acheter via sa banque, en général,
L'avantage de la crypto-monnaie, c'est que c'est un marché complètement libre. Donc, on peut acheter n'importe quelle crypto-monnaie assez facilement. Et ça, c'est un vrai avantage. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de liquidité sur les marchés crypto, puisque tout le monde peut acheter. Et le risque aussi, et c'est le problème de la régulation qui peut parfois manquer, c'est que n'importe quel débutant peut aussi se faire avoir. Et ça, c'est le problème. C'est vrai que quand on passe par le banquier, bon, alors même s'il a aussi ses intérêts et qu'il essaie de placer plutôt telle société plutôt qu'une autre, bon, on est d'accord, mais il va quand même proposer il va faire du conseil financier à peu près sain. Euh, il n'y aura quand même pas d'arnaque derrière ce qu'il va proposer. Alors que dans les crypto-monnaies, il faut quand même faire attention à tout ça. Donc, oui, il y a de la valeur, il y a une valeur intrinsèque ou pas, mais il faut faire attention aux arnaques aussi. Moi aussi, je peux dire deux mots en rajoutant parce que j'ai un gros background aussi de gestion de patrimoine. Il ne faut pas oublier que l'industrie de la finance, elle a été toujours très créative en matière d'instruments financiers. Aujourd'hui, on parle des cryptos, on parle des NFT, mais il ne faut pas oublier que quand on remonte quelques années en arrière, on avait dans tous les produits dérivés, on avait les turbos, les warrants, les contrats à terme, des contrats à terme qui étaient sur de la devise, sur de la matière première, qui sont toujours en cours d'ailleurs, hein. Des instruments financiers très exotiques. On parlait du vin, mais par exemple, le fait de conserver le vin physique et d'échanger des contrats, ça existe déjà depuis longtemps. Donc, si on regarde que l'aspect financier, oui, ça peut être un outil comme un autre parce que ça a déjà existé par le passé. Et aujourd'hui, même si on est sur des marchés, tu parlais tout à l'heure, Christophe, de 1600, pour moi, on est plus près des 2000 milliards d'euros là-dessus. Et c'est surtout 75 millions déjà d'utilisateurs actifs dans le monde sur cette partie-là. Et ça a été multiplié par 10 dans les 5 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une montée en puissance sur ce secteur-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser très clairement dans l'industrie de la finance. En plus, ça va être complémentaire, hein. Souvent, on veut tout de suite systématiquement dire on annule et on remplace. Non, la finance traditionnelle va continuer à exister et va s'adapter parce qu'elle est obligée. Mais les crypto-monnaies vont apporter quelque chose de complémentaire. Ce que propose Marc dans sa solution, ou nous avec French ICO, on apporte en fait à des porteurs de projets qui n'arrivent pas aujourd'hui à se financer auprès de financeurs traditionnels type banque, parce que les banques aujourd'hui veulent de moins en moins prendre de risques. Faut quand même l'avouer. Donc, du coup, elles ne financent que des projets pour lesquels elles sont sûres de ne pas se planter, quasiment. Donc, aujourd'hui, en apportant des solutions un peu alternatives comme on est en train de les proposer, ça permettra à des projets qui peuvent être des très bons projets, mais que les banques ne veulent pas y aller parce qu'elles considèrent que c'est des risques. Mais par contre, on peut arriver à financer des projets et à faire des belles choses grâce justement à des financements par la crypto-monnaie. Comme les business angels, pareil, de plus en plus, de moins en moins de business angels. Il y a de moins en moins de business angels en seed. Et il y a beaucoup de business angels qui investissent s'il y a déjà du chiffre d'affaires, s'il y a déjà des résultats financiers. Donc, il faut bien trouver des alternatives pour financer des projets qui n'existent pas encore aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec. Pardon. Non, si Je vous suis permettez, complètement. je vais peut-être Vas-y, je t'en prie. me permettre aussi un petit peu d'appui là-dessus parce que je vous écoutais et je me disais, mais est-ce que vous avez envie que ce soit comme les instruments de la finance traditionnelle? Parce qu'on se dit, est-ce que ce sont des instruments classiques, mais est-ce qu'on a envie que ça le soit? Moi, a priori, je vous dirais non. Parce que précisément, si on est en train de mettre en œuvre des mécaniques telles que celle-là, ben, c'est pour apporter un vent de changement et des organisations qui sont différentes. Alors, le chemin vers la réussite est encore laborieux et vous avez évidemment épinglé des éléments essentiels hein, là-dedans. C'est déjà, effectivement, ben, les personnes qui, bon, déjà, le potentiel est énorme parce que ces instruments ben, ils peuvent prendre des formes différentes et être reliés à des environnements et des opérations fondamentalement différentes. On peut parler d'investissement dans les entreprises, on peut parler d'investissement de tokenisation dans l'immobilier. Et là, une fois de plus, on n'a plus besoin nécessairement de passer chez le notaire pour devenir copropriétaire d'un immeuble qui est à l'autre bout de la planète. Donc, ça, il faut quand même déjà se rendre compte du changement. Mais ça veut, en revanche, aussi dire qu'il faut gérer tout ça. Comme l'a dit Christophe, hein, je pense que comme vous l'avez tous dit, à un moment donné, on risque de se retrouver confronté à des problèmes, on risque de se retrouver confronté à des arnaques. On doit
parce que c'est plus simple hein, pour l'investisseur. Aujourd'hui, on s'était quand même habitué à un petit confort, hein. Vous voulez investir, un petit coup de fil au banquier. Moi, je le connais depuis des années, tout va bien. Je lui fais confiance. Je me demande combien de personnes lisent les prospectus. Je vous le dis franchement, quand ils investissent dans des instruments financiers de l'économie classique. Donc là, ben, évidemment, on va leur demander de le faire parce qu'il n'y a plus de banquiers, il n'y a plus d'intermédiaires. Donc, il va falloir qu'ils se renseignent. Il va falloir évidemment qu'on les applique. Il va falloir qu'on les forme aussi à la matière. Il va falloir qu'on les forme à la sécurisation, à la gestion de ces actifs, à leur échange. Il y a donc encore énormément de travail à faire. Donc, c'est pas la même chose qu'actuellement. C'est pas le même type d'investissement. Les contraintes, l'environnement ne sont pas les mêmes. De toute manière, on n'a pas envie que ce soit comme ça parce qu'on veut du changement. Ce qui sera utile, je crois, c'est vraiment des initiatives comme celle de Marc, de Christophe, ce qu'on est en train de construire d'une manière générale, c'est mettre quand même en place à un moment donné des choses qui vont permettre de sécuriser, de faciliter, de rendre un petit peu plus facile l'accès à ces nouveaux marchés. Et ça, moi, j'en démords pas. Je pense qu'il faut être raisonnable. On dit souvent en matière de blockchain, plus de tiers de confiance, c'est pas possible. C'est vrai, hein, il faut décentraliser, il faut rendre un maximum de choses transparentes, mais on va avoir du mal à faire l'économie définitive quand même de ces gens à un moment donné qui vont nous guider et nous aider à utiliser ou en tous les cas à être un bénéficiaire heureux de ces nouveaux actifs et de ces nouveaux investissements. Marc, j'aimerais votre réaction sur la réaction justement de David sur le fait que est-ce qu'on veut vraiment que ces actifs deviennent des actifs comme les autres? Ça dépend par qu'est-ce qu'on entend comme les autres. Est-ce qu'on veut que ce soit des copies-collées de ce qu'on peut apercevoir sur les instruments financiers? Non, évidemment, je rejoins complètement David. Est-ce qu'on veut qu'ils soient comme les autres en termes de confiance qu'on peut donner, de structuration, enfin, peut-être plus tard appeler son banquier et qu'il puisse nous conseiller et que ça puisse être fluide? Bah, pourquoi pas? Je pense qu'il y a deux approches. Il y a le côté où il faut garder une souplesse, il faut garder le fait que ça soit différent et il y a des bonnes raisons à cela. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de savoir est-ce qu'on investit dans un projet sérieux ou non. Est-ce qu'on investit dans quelque chose qui a une utilité ou pas vraiment? Est-ce que je peux stocker cet actif sur cette typologie de wallet ou pas? Il y a des barrières qui rendent le tout un peu complexe et je pense que plus ça va se standardiser et devenir dans ce cas de figure-là un peu comme les autres, bah, ça servira à l'adoption en masse et je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Pour autant, ce ne sera jamais un copier-coller de ce qu'on peut voir. Il y a des qualités intrinsèques aux actifs numériques qu'il faut qu'ils jamais ne perdent. Il y en a plusieurs. Et je pense que c'est un juste milieu. Il ne faut pas que ça devienne comme les autres, mais il faut que ça prenne le bon des autres parce que les marchés financiers, ça marche quand même depuis pas mal d'années. Il y a des problématiques inhérentes au système legacy utilisé par ces marchés depuis trop longtemps, qui, avec les avancées technologiques, il y a une distorsion en fait entre ce qu'on pourrait faire et que si tout le monde se mettait sur la techno 2020 et la réalité où les personnes utilisent encore, enfin les banques utilisent encore des technos d'il y a 30 ans, donc ils ne peuvent pas se mettre à niveau par rapport aux actifs numériques qui utilisent des technos toujours à la dernière pointe de la technologie. Donc je pense qu'il faut profiter de cette edge en termes de scalabilité, de technologie, de règlement livraison, d'interopérabilité, de transfert. Mais pour autant, il faut essayer d'amener de la confiance et la confiance, ça passe par des règles, ça passe par une réglementation pertinente, bien faite, qui va, comme disait Rémi, pas trop loin. Il faut qu'elle soit bien pensée et ça passe par de la normalisation peut-être dans les white papers, une manière claire de voir assez vite, peut-être avec un one-pager, l'utilité, deux, trois trucs très rapides parce que tout le monde ne lit pas les white papers, c'est impossible de lire les white papers de tous les actifs numériques. Je peux vous assurer que je connais des personnes qui ont 200 actifs numériques dans leur wallet, il y en a plein, ils ne savent pas ce que ça sert à quoi. Et c'est normal, c'est impossible de faire ça. Et donc, il faut amener une manière claire, facile de pouvoir identifier cet actif, il sert à ça, il fait ça, il y a cette histoire, il y a ce gage de sérieux, peut-être des tiers de confiance qui vont certifier ou non, et avoir de la confiance, donner de la confiance dans ce monde-là. Il y en a déjà. On n'est pas à zéro, et chaque année, ça évolue. Mais plus il y en aura, plus il y aura de l'adoption en masse, et moins ça sera niche, moins ça sera geek. Ok, merci Marc.
Benjamin, vous êtes toujours là? Il nous a laissé, dommage. Rémi, une réaction par rapport aux derniers échanges? Oui, tout à fait. Ben, c'est super intéressant. D'ailleurs, au niveau des régulations et de la protection des clients finaux de tous ces nouveaux actifs financiers, il y a eu des choses intéressantes de fait, d'autres un peu moins. Il y a quelques années, je me rappelle, à l'époque de la folie des ICO, justement, et Christophe doit très bien s'en rappeler, où il y avait de tout et du n'importe quoi. Mais quand je dis du tout et du n'importe quoi, c'était vraiment fou. Il y a des gens qui investissaient leurs économies dans un truc où le mec avait même pas un document à présenter. C'était vraiment du grand, grand n'importe quoi. Il y a eu une loi qui a été votée en France qui était intéressante, je trouvais, sur le fond, de dire, bon, bah, maintenant, pour pouvoir faire une ICO, il va falloir respecter quelques règles. Est-ce que ça a pris ou pas? Ça, c'est un autre débat. Il y avait des pour et des contre dans le process, on va dire. Je pense qu'on va avoir très rapidement la même chose. De toute façon, il faut être très clair. Les gouvernements ne vont pas pouvoir laisser le Far West tel qu'il est aujourd'hui. C'est juste pas possible. Ils en ont trop peur. Ils en ont trop peur. Et je le comprends, en fait, parce que moi, je suis à fond pour la décentralisation et en même temps, je vois ce que ça peut impliquer si on y va trop vite et trop fort. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec David, avec Christophe. Euh, il faut quand même qu'on fasse attention. À mon avis, il faut que ça se fasse par étapes. Moi aussi, je ne suis pas contre le système financier traditionnel. Au contraire, grâce à lui, j'ai investi dans l'immobilier, j'en suis très content. Par contre, j'aimerais bien une alternative. Et cette alternative, elle est là, elle est présente, elle est en train de se développer dans plein de domaines différents. Il faudrait essayer de l'encadrer simplement, de manière honnête, sérieuse, pas prendre ça un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Donc voilà. Après, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Je sais que de toute façon, tous les gouvernements sont en train de travailler pour trouver des solutions et faire en sorte que ça se calme un peu. J'espère qu'ils n'iront pas trop loin. Et ça va être de gros débats dans les prochaines années, à mon avis. Je veux bien Ah, vous faire un ah, petit, je veux bien vous ah, faire un petit chapitre sur la régulation, pardon, David. non, je verrai après, mais c'était peut-être pour compléter un tout petit peu ce propos. Tout dépend si tu changes de sujet ou. Non, je voulais parler de la régulation parce que c'est un sujet qu'on connaît bien. Alors, je vais peut-être me permettre, si tu permets, ce sera très bref, Christophe, de répondre Allez. et de rebondir sur ce que Rémi disait parce que c'est extrêmement important. J'ai un modèle à vous proposer. Je crois qu'il ne faut pas travailler par opposition. Je suis tout à fait d'accord avec Rémi. On a vraiment grandement besoin de ces acteurs parce qu'ils ont acquis une expertise qui sécurise énormément finalement les utilisateurs. Mais on n'est pas obligé de les mettre. On travaille dans un système de décentralisation, on travaille dans un système de chaîne. Faisons-en des acteurs de la chaîne. Et donc, plutôt que de les avoir finalement comme des acteurs centralisés, ils feront effectivement partie, comme dans une DAO, de la chaîne. Ils y amèneront leur expertise, ils y amèneront leur contrôle, leurs normes, qui sont extrêmement utiles en fait à nos écosystèmes. Gavin Wood, qui est le créateur de Polkadot, le disait encore récemment dans une interview. Il dit la régulation, il ne faut pas la regarder comme l'ennemi. Elle est nécessaire, mais elle ne peut plus être quelque part le père fouettard par-dessous, en tout cas le grand sanctionnateur ou le grand ordonnateur, on va dire, des systèmes. Non, elle sera une composante comme d'autres, comme tous les citoyens. On en arrivera à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et je vais quand même vous dire quelque chose, et j'en finirai par là. C'est une nécessité absolue parce qu'on est face à des enjeux colossaux. Et vous parliez des problèmes de financement des entreprises. On a des problèmes environnementaux. Face à des enjeux aussi importants que ça, la meilleure réponse, c'est la réponse de la collectivité, de la communauté. Connecter une communauté, appliquer une communauté, et vous aurez des réponses à la mesure des enjeux qui sont les nôtres. En fait, je vais rejoindre ce que tu dis, David. Effectivement, il faut qu'on collabore avec les autorités de régulation. Nous, c'est ce qu'on a fait avec notre plateforme. On a voulu le faire parce que d'abord, on est une plateforme d'ICO, donc on s'était dit qu'il fallait avoir le visa de l'AMF. C'était quand même la moindre des choses. Et en mode startup, au moment où la loi Pacte est tombée en 2019, on s'est dit, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller voir l'AMF pour leur expliquer qu'on est en train de faire une plateforme d'ICO? Est-ce que je ne vais pas me retrouver finalement, moi tout seul, devant une institution comme l'AMF et me retrouver bloqué? Eh bien, pas du tout. En face, il y a eu des gens qui ont été très curieux de la technologie. Ils se sont entourés de personnes qui connaissaient la technologie, mais en fait, on leur a apporté beaucoup. Et ils m'ont aussi apporté beaucoup parce que le domaine de la finance traditionnelle, je ne le connaissais pas forcément.
Donc, il y a eu un échange très constructif et on a participé d'ailleurs à la rédaction de la réglementation qui est celle d'aujourd'hui, la réglementation de AMF pour les visas des ICO. Alors maintenant, ça, c'est le côté positif. Le côté un peu négatif de la chose, c'est que la régulation, bah, finalement, elle est un peu trop stricte. Alors, le rôle de l'AMF, c'est de protéger les investisseurs, mais même et surtout les petits investisseurs. Parce que moi, j'en vois, il y a des gens qui me disent, écoute Christophe, j'ai envie d'emprunter de l'argent, je vais emprunter des euros pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et là, je leur dis, stop. Voilà. Parce que, et ce n'est pas mon métier de le faire, mais par contre, heureusement que les régulateurs sont là, parce que sinon, des gens achèteraient. Et c'est des fois, heureusement aussi que les banques disent à certains de leurs clients, attendez, où est-ce que vous êtes en train d'envoyer vos fonds? Alors, il y en a qui disent, bah, je suis en train de les envoyer chez Binance ou ici, ça pourrait. Donc, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous, parce qu'il y a des personnes en France ou ailleurs qui pourraient perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, il ne faut pas. Donc oui, les régulateurs sont importants. Par contre, il faut travailler avec eux, parce que sinon, ils vont nous mettre des régulations tellement strictes qu'on ne pourra plus rien faire. Et ça serait quand même bien dommage. Donc, il faut que ça soit une alternative à ce qui existe aujourd'hui. Il faut qu'on puisse peut-être placer un peu de crypto qui va nous rapporter 10%, mais il faut aussi peut-être garder quelques euros sur son livret A qui rapporte que 0,5, mais on a une certaine garantie qu'on n'a pas dans les cryptos, enfin, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut, oui, continuer à collaborer avec les autorités de régulation. Et je pense qu'en France, on n'a pas les plus méchants. Et c'est pas les plus méchants, mais en plus, ils sont constructifs, c'est ça que je voulais dire. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller. Nous, on a demandé, par exemple, pour notre plateforme de NFT, on a demandé leur accord. Donc, je ne vais pas vous faire, le détail de leur réponse, mais on leur a demandé parce qu'on veut absolument être compliance et on voulait s'assurer que de vendre des NFT, c'était légal. Et donc, on a eu leur réponse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des plateformes qui vendent des NFT ne sont pas légales. Il faut le savoir. Donc, si quelqu'un achète des NFT sur une plateforme de NFT, peut-être comme OpenSea, eh ben, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer si jamais ils perdent leur argent. Voilà. Bon. Donc, oui, il faut continuer. Il faut travailler avec la finance aujourd'hui traditionnelle et puis arriver à apporter des solutions nouvelles qui vont pouvoir permettre de voir émerger de nouveaux projets. Voilà. La question qui se pose alors, c'est est-ce que la finance traditionnelle a envie de travailler avec nous? Nous, on a envie. De plus en plus, de plus en plus. Ce n'était pas le cas il y a 3-4 ans, c'était quasiment impossible de voir, par exemple, certains acteurs traditionnels et institutionnels venir dans le monde des cryptos. Euh, Quel que soit le mot que tu utilisais, ils ne venaient pas. Maintenant, ils y viennent. Alors, bien sûr, ils y vont sur la pointe des pieds, hein. Mais moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est assez intéressant, c'est la Société Générale qui a créé la SG Forge, qui est une société qui est vraiment à part, mais qui est intégrée dans la Société Générale et qui investit massivement dans les cryptos, dans les blockchains. C'est super intéressant ce qu'ils font. Ils ont des projets dingues. Et ça me donne quand même bon espoir. On verra. Alors, on peut parler aussi comment ça s'appelle, ah mince, je cherche le mot, les monnaies étatiques, les crypto-monnaies étatiques. Ah, Bon, les CBDC? ouais, Les alors stablecoins. pour moi c'est un faux sujet parce qu'en fait, l'intérêt d'une crypto-monnaie type Bitcoin ou Ethereum, c'est le fait que les décisions sont décentralisées. Si on se retrouve avec une monnaie qui a juste les caractéristiques techniques en fait d'une crypto-monnaie, mais qui est complètement gérée et le nombre de tokens qui vont être minés, enfin toutes les règles du jeu en fait sont définies par les États, bon, bah, on n'est plus du tout dans le même schéma que ce qu'on recherche. Si je peux me permettre sur ce point, Ouais, l'information est publique, mais en juillet, il y a eu une expérimentation de la Banque de France sur les CBDC et on a participé à cette expérimentation, on a ouvert notre technologie à cette dernière et je pense qu'il ne faut pas le voir avec le scope crypto-monnaie, il faut le voir plutôt par rapport à l'actuel, à leur manière de faire fonctionner et faire les flux en euros aujourd'hui. Vous voyez un peu comment ça fonctionne, c'est assez lourd. Ça apporte des choses, on ne va peut-être pas aussi loin au niveau de décentralisation, ça ne règle pas peut-être tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais par rapport à l'existence, ça peut permettre une amélioration, ça peut permettre une fluidité, ça peut permettre de l'instantanéité, ça peut permettre pas mal de choses. En fait, bon, il y a toujours des expérimentations qui doivent être faites, il faut creuser la chose, mais je suis plutôt partisan de
d'avoir des justes milieux. Bah, OK, on n'arrive pas à 1, mais peut-être que ça permet d'arriver à un 0,5, un 0,6, qui est mieux que l'existant. Et déjà, par rapport à l'existant, c'est pas mal. Après, évidemment qu'on pourrait aller plus loin d'une certaine manière, mais ce qui compte, c'est déjà améliorer ce qui peut être améliorable. Je suis d'accord avec toi, moi, Marc, là-dessus, parce que je pense justement que ces monnaies, il y a du vrai dans ce que dit Christophe aussi, hein, mais précisément, ces monnaies, bon, déjà, je pense qu'elles vont permettre de réorganiser les flux avec moins d'intervenants. Donc ça, en soi, c'est déjà bénéfique, mais aussi, elles pourraient jouer en fait un rôle dans l'équilibrage des autres actifs digitaux qui sont, eux, gérés par la communauté, parce que faut quand même jamais perdre de vue qu'à un moment donné, Rémi a évoqué, avant qu'on parle ici des stablecoins, mais ces stablecoins, à un moment donné, alors, pour être stabilisés, ils peuvent reposer sur des modèles mathématiques, ils peuvent reposer sur des paniers divers. Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités, mais je crois que ce sera quand même utile à un moment donné d'avoir ces acteurs institutionnels pour nous aider potentiellement à créer en fait des réserves, à sécuriser des réserves, à sécuriser des stablecoins, à sécuriser aussi des champs de compensation entre différents environnements tels que des exchanges. Et en ça, pour moi, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle, une fois de plus, hein, la logique est la même, hein, c'est les faire rentrer dans la boucle et ils deviennent un acteur de la chaîne. Enfin, pour rebondir sur ce que dit David, les stablecoins non CBDC, on va dire les stablecoins privés, ont un intérêt que tout le monde comprend. Hein. Ça permet d'avoir une valeur intermédiaire, entre guillemets, et pas volatile par définition. Mais c'est vrai que construire un stablecoin et faire en sorte qu'il soit stable, c'est pas simple. Il y a une question de confiance, il y a des choses off-chain, et c'est pas parfait la manière de faire un stablecoin. Quand il est collatéralisé avec des monnaies fiat, ben, bon, on est quand même soumis à un certain système. Quand il est collatéralisé avec, je sais pas, des matières premières ou plein de choses, il y a quand même quelque chose derrière un stablecoin qui le rend stable. Et c'est pas juste uniquement une crypto-monnaie, sinon elle serait volatile comme toutes les autres. Donc il faut aussi voir comment un CBDC pourrait permettre d'avoir peut-être une monnaie d'échange avec une confiance sur une banque centrale, mais peut-être on préfère avoir une confiance dans une banque centrale que confiance dans une société qui a émis le stablecoin et qui dit mettre des dollars sur un compte séquestre ici ou là, puisqu'il y a une question de confiance à un instant aussi. Donc, En plus, il y a un enjeu très important sur ces monnaies-là, que ce soit l'euro digital, le yuan ou le futur dollar digital, c'est qu'il y a quelque chose de géopolitique derrière. C'est-à-dire qu'il faut avancer le plus vite possible par rapport aux autres blocs du monde. On le voit bien, la Chine vraiment avance ses pions avec le digital yuan, a mis la pression aux mineurs de Bitcoin pour que alors en fait, c'était un peu rigolo, mais en disant bon, faut que vous partiez maintenant, mais en réalité, ils ne voulaient pas les faire partir. La preuve, il ne s'est rien passé en quelques mois finalement. Très peu sont partis, en tout cas. Mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a un peu de géopolitique là-dedans, c'est-à-dire que ces monnaies digitales vont devoir se développer vite, fort, pour pouvoir concurrencer les autres, pouvoir avoir un pouvoir plus grand. Et après, effectivement, pour moi, ce n'est pas des cryptos. C'est vraiment autre chose. C'est juste une version digitale améliorée de l'existant, des fiat existants. Donc, pour moi, on est vraiment, c'est pas qu'on est hors sujet, mais on est sur un sujet à part. d'accord. C'est vrai qu'il y a des notions très géopolitiques. En revanche, je me pose quand même souvent la question de savoir, même quand on effleure ces sujets et quand on effleure la participation des institutions financières, même à la mise en œuvre de ces nouveaux actifs digitaux, si véritablement, en fait, on peut prétendre ne pas avoir du tout confiance, en fait, dans ces institutions, ou qu'elles interviennent pour des CBDC, qu'elles interviennent éventuellement dans la chaîne de stabilisation d'un token, parce que euh, si tel était le cas, alors je vous poserai la question, est-ce que demain vous accepteriez de dire, bah, moi c'est terminé, je veux plus d'argent fiat, je mets tout en crypto, je mets tout dans la communauté, je mets tout dans ce que vous voulez, mais en tous les cas, je ne leur ferai plus du tout confiance. Si tel était le cas, la logique voudrait dans ce cas-là, parce que les alternatives, elles existent, et je pense qu'on peut faire énormément de choses aujourd'hui avec la crypto. On pourrait même, enfin, je ne vais pas dire qu'on pourrait vivre, parce que quelque part, il y a toujours une banque qui va travailler pour faire une conversion auprès de l'acheteur qui va les accepter. On n'a pas encore suffisamment d'économies qui soient développées autour de ces actifs digitaux, mais on voit quand même bien que d'une manière générale, on garde quand même toujours un pied dans cette économie
parce que bon, c'est nécessaire d'une part, probablement pour notre organisation, mais parce qu'on ne peut pas non plus dire qu'on ne leur fait pas du tout confiance. On n'aime plus leur façon de fonctionner. Je crois, on n'aime pas on trouve que les banques, elles sont pléthoriques en frais. Tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très juste. Elles n'investissent finalement que dans ce qui n'est plus du tout risqué. Ça, c'est un fait. Et donc, elles ne jouent plus leur rôle. Finalement, elles ne jouent plus leur rôle aujourd'hui. Maintenant, de là à dire qu'on ne leur fait plus du tout confiance, la confiance est moindre, mais elles ont encore, à mon avis, justement, une place à prendre dans l'organisation de ce qu'on est en train de mettre en œuvre, quand même pour nous sécuriser. Parce que je crois qu'on leur fait encore confiance, sous une certaine forme. Et peut-être sous une forme allégée, mais En France, elles en n'ont pas France, disparu, oui. quoi. En France, oui, mais il y a encore des pays, on le voit aujourd'hui, qui quittent leur monnaie, enfin, qui fuient leur gouvernement, qui fuient leur monnaie locale. Donc là, en France, oui, en France, on peut encore faire confiance. Alors, tout est critiquable, mais on peut avoir confiance dans nos gouvernements, dans notre politique monétaire. Mais, euh, mais jusqu'à quand? Donc, je pense qu'à un moment, c'est aussi comme ça que tu gères ton portefeuille. Tu dis, bah, j'ai 50% de crypto, 50% de fiat. Et puis peut-être que le jour où on aura un gouvernement qui est, je ne vais pas faire de politique ici, mais un gouvernement qui ne nous convient plus, peut-être que je vais mettre 80% de crypto et 20% Voilà. Mais au moins, on a cette alternative. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. Finalement, les crypto-monnaies, ça va apporter quelque chose de nouveau à cet écosystème dans lequel on doute quand même. Parce qu'on le voit aujourd'hui, enfin, moi, personnellement, la monnaie fiat, alors c'est peut-être parce que je vieillis que je m'intéresse à tout ça de plus en plus, mais je trouve que ces 10 dernières années, c'est devenu catastrophique. On n'a jamais imprimé autant d'argent, alors que normalement, on parlait de stablecoin qui devrait être indexé sur une valeur. Le dollar devait être indexé sur l'or, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'argent en circulation que d'argent dans les coffres, en fait. Enfin, d'or dans les coffres. Bon, ça, tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. J'aime bien prendre cette phrase d'Henry Ford. Il est une chance que les populations n'y comprennent rien à la finance, sinon on serait en révolution dès demain. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, peut-être qu'une chance, c'est que tout le monde ne connaît pas notre système, comment il fonctionne. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, personnellement, j'aurais plutôt tendance à mettre 50% en crypto, 50% en fiat, mais ça ne regarde que moi, parce que je pense que demain, il peut arriver n'importe quoi. Je, 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 je- pour rebondir sur ce que dit Christophe, moi personnellement, et c'est n'importe comment, j'ai confiance au système monétaire européen et même totalement confiance. Par contre, il y a eu des contre-exemples dans d'autres pays. On a vu au Liban avec la banque centrale il y a eu des gros problèmes et on a vu qu'il y avait eu des fraudes à la limite et il y a eu une hyperinflation. Donc, il y a des contre-exemples. C'est pas le cas, enfin, j'imagine, je touche du bois, ce sera jamais le cas en Europe. Mais pour des pays, pour des habitants du Venezuela, pour des habitants à l'époque au Liban, etc., avoir une alternative pour placer son épargne, ses économies sur quelque chose qui n'est pas leur monnaie locale, peut permettre de réduire son exposition au risque de son économie. Et ça fait toujours du sens, c'est-à-dire vous avez une gestion de votre épargne, de votre patrimoine, de réduire votre exposition à certains risques. J'estime que l'exposition au risque de défaillance de la BCE est pratiquement nulle, mais le risque de l'exposition à une banque centrale d'un des pays un peu moins stable, il n'est pas nul du tout. Et c'est intéressant de pouvoir le réduire. Et à part les crypto-monnaies, il n'y a pas beaucoup de choses qui permettent à ces gens-là de le réduire parce que l'accès au Forex, l'accès à plein de choses, c'est limité dans ces pays, il ne faut pas se mentir. Hein. En France, on est quand même très bien lotis et on peut facilement faire pas mal de choses. Dans ces pays-là, non, ce n'est pas le cas. Et acheter une crypto-monnaie, c'est peut-être la seule chose simple qui leur permet de s'exposer différemment et de ne plus être soumis au reste de leur économie. Donc il y a une logique profonde sur répondre à certaines déviances de certains systèmes de banques centrales dans des économies qui n'ont pas été assez robustes et donc qui vont créer un besoin de faire différemment. Ouais, Je crois que, Julien, il y a un vrai lien en fait entre la confiance qu'on peut avoir en la politique monétaire de son pays, en son gouvernement, et le taux d'adoption qu'on voit sur la partie crypto-monnaie. On se rend compte qu'aujourd'hui, les plus gros taux d'adoption sont justement dans ces pays émergents parce qu'ils ont des problèmes aujourd'hui. Ils
ils ont un problème de confiance, en fait, tout simplement, en politique monétaire. Ils ont des problèmes très pratiques que la technologie blockchain et crypto-monnaie permet de soulager, notamment tout ce qui va être transfert de fonds sur les expatriés, qui sont souvent pas évidents quand on est dans ces pays-là. Et puis, c'est aussi une valeur peut-être refuge, en se disant demain, la monnaie s'effondre ou l'économie se retourne, où il y a encore X opérations pilotées par un gouvernement qui fantoche. Et c'est une valeur refuge, du coup, qui apparaît sur ça. Et puis les transferts sont faciles, sont rapides, ne coûtent pas cher. C'est important ça aussi. Si vous avez de la famille en Afrique, dans un pays qui est en difficulté, effectivement, vous pouvez facilement envoyer un Bitcoin et le Bitcoin ici vaut le même prix là-bas. Donc, tout à fait. Donc, il y a plein de paramètres qui font que les crypto-monnaies peuvent aider les populations qui sont dans des territoires assez instables. On arrive à la fin de ce panel qui a été très intéressant. Je vais faire un raccourci de synthèse de ce que je comprends de ce que vous avez dit. Pour répondre à la question déjà, est-ce que les actifs virtuels sont des objets d'investissement comme les autres? On a pu voir que les volumes ne cessent d'augmenter, donc petit à petit, ils sont présents, ils sont là. Mais de ce que je comprends, pour qu'ils deviennent demain des actifs comme les autres, des objets d'investissement comme les autres, il est nécessaire de mettre de la régulation et d'y associer, on va dire, les acteurs traditionnels financiers. Est-ce que j'ai bien résumé, est-ce que j'ai bien synthétisé ce qu'on a dit pour répondre à cette question? Marc? Oui, c'est exactement ça. Et il faut aussi assumer que ça ne deviendra jamais un copier-coller des autres actifs et qu'il faut garder certaines différences qui sont intrinsèquement intéressantes. Donc, il faut que ça se standardise, mais sans devenir exactement comme les autres. Merci Marc. Christophe? Je remets mon micro. Non, tout à fait, c'est ça. Ouais. Rien à rajouter. Tu as bien résumé ce qu'on s'est dit en 1 heure. David? Ah oui, parfaitement. Et moi, je m'en réjouis parce que ça me permettra de diversifier aussi mes investissements. Je comprends, comme le disait Marc, à l'étranger, le problème peut se poser avec plus d'acuité. En revanche, bon, ici, c'est intéressant pour nous aussi parce que ça nous permet alors de nous appliquer et d'investir dans des choses plus différentes et diversifiées à ces conditions-là. Donc, ouais. Rémi? Le mot de la fin? Ouais, non, c'était excellent. Merci pour ces panels. En tout cas, je me suis vraiment régalé. Blockchain Stampede, vraiment sympa. J'ai découvert de nouvelles personnes, donc c'est cool dans l'écosystème. Allons-y, on a plein de choses à faire. On est au tout début et je vous fais confiance pour lancer des projets de dingue. Ben moi, je vous dis merci à tous pour votre participation. Je vous invite à rester parmi nous parce qu'on va passer à un concours de pitch de solutions innovantes. On va avoir quelques solutions très intéressantes. Et merci beaucoup pour ces échanges passionnants et inspirants. Merci beaucoup. De mon côté, je dois vous laisser, mais bon courage pour les pitchs et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée. On revient à 17h30.